Bonsoir, soyez les bienvenus pour le webinaire de ce soir. Nous accueillons Christophe Rameau, qui est maître de conférence à l'Université Paris 1, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et membre des économies atterrées. Ce soir, donc, nous parlerons économie. Monsieur Rameau nous fera part de son analyse des conséquences du confinement et développera le concept qu'il a élaboré et présenté dans un article en avril de cette année dans le journal Marianne, qui est l'économie républicaine. Donc, Monsieur Rameau, vous avez la parole. Comment dire, bonjour à vous, bonjour à tous. La situation que nous connaissons, hein, chacun d'entre nous est un peu au courant. Donc, nous sommes en train de vivre en direct des plus grandes crises économiques et sociales de notre histoire. Et cette crise, elle met en lumière une série de dysfonctionnements majeurs en fait de notre société. Donc le diagnostic moi que je porte, c'est que on avait déjà assisté à ça avec la crise de 2008. Et là, on a à nouveau l'illustration que le modèle économique, en fait, qui domine depuis maintenant plus de 40 ans, hein, depuis la fin des années 70, début des années 80, qu'est-ce qu'on appelle le modèle néolibéral, avec les principaux volets suivants qui se sont imposés dans tous les pays du monde, avec des variantes. Enfin, on retrouve ça dans tous les pays du monde. Donc la finance libéralisée, qui est un peu la clé de voûte, le libre-échange, l'austérité salariale, et tout ça se tient, bien entendu. C'est avec le libre-échange qu'on impose aux différents travailleurs des différents pays du monde l'austérité salariale, la contre-révolution fiscale, le fait que les riches paient moins d'impôts, et puis la remise en cause des services publics. Très bien, et donc, si vous voulez, l'idée qu'il faille changer de modèle, si je puis dire, même notre président, en quelque sorte, l'a évoqué à plusieurs occasions, ce que je soutiens, c'est que la difficulté auquel nous sommes confrontés, c'est celui de l'alternative. C'est celui de l'alternative, c'est-à-dire que l'idée que le capitalisme néolibéral, c'est pas un système satisfaisant, je dirais qu'aujourd'hui, à la rigueur, ça peut faire l'objet pas d'un absolu consensus, il faut toujours du débat en démocratie, mais enfin d'un large consensus. Par contre, le gros problème que nous avons, c'est celui de l'alternative. Et ce que je soutiens, c'est que cette alternative, effectivement, on doit s'efforcer, on peut s'efforcer de la chercher du côté de ce que j'appelle l'économie républicaine. Donc, c'est quoi l'idée? C'est l'idée suivante. Si vous voulez, il y a un accord relativement large dans nos sociétés pour dire que dans la sphère du politique, la démocratie doit prévaloir. Il y a un accord. Alors, il y a des débats extrêmement vifs sur quelles doivent être les formes précises de la démocratie, 5e, 6e République, etc. Quelle place on doit accorder à des formes de démocratie plus directes, plus participatives. Très bien. Mais enfin, il y a un accord quand même relativement large dans nos sociétés. Quand je dis nos sociétés, c'est pas simplement en France. Sur l'idée que la démocratie, elle doit prévaloir, avec notamment dans ces éléments les plus forts, je fais référence à un auteur qui est Marcel Gauchet, qui me semble être un auteur extrêmement radical pour penser les enjeux d'aujourd'hui. Marcel Gauchet insiste sur le fait que, le philosophe Marcel Gauchet insiste sur le fait que la démocratie, elle a deux volets, et pas un seul. Elle a un volet libéral, bien entendu, qui est que pour vivre en démocratie, il faut que prévale la liberté de penser, de se réunir, de s'associer, très bien. Mais elle a un volet aussi qui n'est pas libéral, qui est proprement républicain, si l'on peut dire, qui est l'idée que la démocratie, c'est pas simplement la liberté de dire ce qu'on veut, de se réunir, c'est aussi le fait qu'on place tous les citoyens sur un pied d'égalité, on ne compte que pour un, n'en déplaise à ceux qui aimeraient compter pour plus, on ne compte que pour un, on est sur un strict pied d'égalité, et sur cette base, eh bien, on élit des représentants qui votent la loi, et cette loi, elle s'applique à tous. Voilà. Y compris ceux qui ne sont pas d'accord, qui peuvent bien entendu, ça nous arrive entre nous de manifester pour exprimer notre désaccord, etc. Enfin voilà, il y a un accord extrêmement fort sur cette idée que la démocratie a deux volets, et ça renvoie à quelle signification? Ça renvoie à l'idée que nous vivons peut-être dans des sociétés d'individus, pour reprendre une expression couramment utilisée, mais dans société d'individus, il faut prendre au sérieux le terme de société. Nous ne sommes pas un amas d'individus. La société, elle a une consistance propre. Le tout
tout n'est pas réductible au jeu des partis, et donc il y a besoin, y compris d'institutions, de lois, d'États, de règles, pour pouvoir faire tenir justement cette société des individus comme société. Eh bien, ce qui vaut pour la sphère du politique, ce que je soutiens, c'est que ça doit valoir, et en fait, ça vaut d'ores et déjà aujourd'hui pour la sphère de l'économie. Si nous y réfléchissons bien, si on y regarde de près, en fait, en France comme ailleurs, nous vivons dans des économies mixtes. Dans des économies mixtes où l'État, quand je dis l'État, c'est la puissance publique, qui peut prendre, après ça peut être des régions, ça peut être la sécurité sociale, etc. Là, je simplifie le propos pour aller à l'essentiel. Mais nous vivons dans des sociétés où la puissance publique joue un rôle majeur. On le voit à travers la crise. On le voit à travers la crise. S'il n'y avait pas eu les interventions publiques de l'État en termes de chômage partiel, en termes de soutien aux entreprises, l'économie s'effondrait, littéralement. Mais ce qui est valable dans la crise, ce que révèle la crise, était valable avant la crise. Un seul chiffre. Pour ne pas accabler, ceux qui suivent ce dialogue, si on ajoute, en France, si on ajoute ce qu'on appelle les prestations sociales en espèces. Les prestations sociales en espèces, ça veut dire que vous pouvez en faire ce que vous voulez, des montants qu'on vous donne. Donc les retraites, les allocations familiales, les allocations chômage, les minima sociaux. Pour l'essentiel, le plus gros morceau, c'est bien entendu les retraites. En France, le montant, c'est 458 milliards. On est dans du lourd, vous voyez ce que je veux dire. Si on ajoute à ça les transferts sociaux, on appelle les transferts sociaux en nature, c'est-à-dire, là, il y a deux volets dans les transferts sociaux en nature. Il y a, il y a ce qu'on appelle les transferts sociaux en nature de produits non marchands, c'est-à-dire c'est la consommation d'éducation et d'hôpital public, puis de la culture. Enfin, l'essentiel, c'est l'éducation et l'hôpital public. Et puis, il y a ce qu'on appelle les transferts sociaux en nature marchands, c'est-à-dire c'est la part remboursée par la sécurité sociale des médicaments, des consultations de médecine libérale, etc. Bon, tout ça, ces transferts sociaux en nature, qu'ils soient marchands ou non marchands, ça représente 360 milliards. Donc la somme de tout ça, c'est 818 milliards. Ça représente plus de la moitié ça représente de l'ordre de la moitié du revenu des ménages. Il faut savoir que ces sommes-là, c'est supérieur au salaire net, à la somme des salaires nets que touchent les salariés. Nous vivons dans les sociétés salariales, 90% des gens qui travaillent en France sont salariés. Et même si on ajoute les revenus des travailleurs indépendants, eh bien en fait, depuis la crise de 2008, cette part socialisée de nos revenus, elle est supérieure à la part des revenus directs du travail, c'est à la fois les revenus salariaux et les revenus des travailleurs indépendants. Donc nous vivons dans des économies. Et ce que je soutiens, c'est que l'une des raisons pour lesquelles nous souffrons, pour lesquelles nous sommes désappointés, c'est parce que nous ne l'assumons pas comme tel. Voilà. Nous n'assumons pas comme tel la réalité de nos économies mixtes. On a, alors pour plein de raisons, les libéraux, bien entendu, pour des raisons d'intérêt bien compris, de leur point de vue, ils vous disent que l'État c'est pas bien, etc., que c'est trop gros, très bien, et parce que j'aime toujours qu'on nettoie devant sa porte, donc j'aime bien quand ça gratte. Du côté d'une certaine pensée contestataire, on est un peu dans la même logique. C'est-à-dire que là, on paye, on est dans une logique, c'est-à-dire qu'il y a une pensée contestataire qui soutient au fond que dans nos économies, dans nos sociétés, l'État, en dernier ressort, n'est qu'un État bourgeois, n'est qu'un État au service du capital, quand c'est pas qu'un État policier ou je ne sais quoi. Voilà. D'accord ? Et si vous voulez, on peut reprendre les choses autrement. Le grand paradoxe dans lequel nous sommes, c'est que ce que le XXe siècle nous a laissé, ça a commencé avant en fait, mais ce qu'il nous a annoncé, c'est ce que j'appelle l'État social. On peut appeler aussi l'État-providence, peu importe. C'est une immense révolution, c'est colossal. L'État social, c'est ce que j'appelle les 4 grands piliers de l'État social, c'est la protection sociale, les services publics, le droit du travail et à la négociation collective, et puis toutes les politiques économiques, budgétaires, monétaires, politiques de partage de revenus, politique industrielle, politique commerciale. Tout ça, c'est une immense révolution. L'objectif du néolibéralisme, c'est de remettre en cause, bien entendu, cet État social. Il est parvenu en partie à ses fins sur certains volets en fait de la politique économique. Finances libéralisées, libre-échange, austérité salariale, etc. Mais en fait, il n'est pas parvenu à ses fins. Il a remis en cause la protection sociale, les services publics et le droit du travail. Mais, attention à un discours qui parfois scie la branche sur laquelle on peut prendre appui pour la contre-offensive, qui laisserait entendre qu'à cause du néolibéralisme, il n'y aura plus de services publics, il n'y aura plus de protection sociale, il n'y aura plus du travail, le droit du travail. C'est faux. Si vous voulez, je dis les choses autrement, je vais y revenir. Mais,
Le paradoxe qu'on a, donc je reviens sur le paradoxe. Le paradoxe que nous avons, c'est que nous avons une véritable révolution. Je reprends au XXe siècle, je vais là où ça gratte entre nous, peut-être. Au XXe siècle, ce qui a marqué le XXe siècle, c'est l'opposition entre communisme et capitalisme. Voilà. Il y avait ceux qui croyaient au communisme ou au socialisme, peu importe les termes qu'on utilise. Il y avait ceux qui croyaient au socialisme et ceux qui n'y croyaient pas. Très bien. OK. Et cette histoire-là, quelque part, elle s'est terminée en 1989 avec la chute du mur de Berlin. D'accord? Et le legs de cette histoire, c'est que ceux qui croyaient au socialisme ou au communisme, peu importe les termes qu'on utilise, ils avaient en tête un logiciel marxiste. Je fais une petite parenthèse, je me considère comme un économiste marxiste. Sur le cœur de l'analyse de Marx, c'est l'idée que le capitalisme, c'est le salariat. C'est pour faire face à toute accusation de je ne sais quoi, très bien, d'accord? Mais je pense que pour penser l'État social, il faut à tout prix sortir du marxisme. Et d'autres pensées critiques, d'ailleurs. Parce qu'au cœur de l'analyse de Marx, il y a l'idée que la totalité sociale peut se lire en dernier ressort, comme aiment à dire les marxistes, à l'aube du rapport capital-travail. Et donc l'État en dernier ressort, la démocratie en dernier ressort, tout ça c'est bourgeois. Eh bien je pense que c'est une impasse complète. Si on raisonne ainsi, on ne peut pas saisir le caractère révolutionnaire de l'État social. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de l'État qui est bien entendu au service du capital, encore aujourd'hui, bien sûr. Mais il y a une part entière de l'État, avec l'État social, qui échappe au capital. L'État social, il n'a pas simplement une dimension non libérale, il a une dimension non capitaliste. Il y a des sphères entières d'activité, les services publics, et la part des services publics dans l'emploi, la part des services publics, que ce soit dans l'emploi public ou en termes de valeur ajoutée, puisqu'un fonctionnaire, ça contribue au PIB, hein, c'est productif, quels que soient les indicateurs qu'on retienne, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 20%. Hein. La part de l'emploi public, la contribution au PIB des fonctionnaires, la part c'est aux alentours de 20%. Ça n'a pas bougé depuis le début des années 80. En dépit du néolibéralisme. Alors vous allez me dire, mais le néolibéralisme a eu lieu, mais oui, ce qu'il a réussi à faire le néolibéralisme, c'est qu'alors qu'on avait besoin de plus de services publics, on a besoin aujourd'hui de plus de soignants, de plus d'enseignants, etc. Les besoins qui ont tendance à augmenter, ce sont plutôt des besoins de services publics. Moi, je ne suis pas pour tout nationaliser, hein, mais santé, éducation, tout ça, c'est le champ par excellence des services publics. Eh bien, malgré ces besoins croissants, il a réussi à stabiliser. Donc, on a bien les effets, et les effets qu'on a aujourd'hui sur l'hôpital, etc. Toutes les choses que tout le monde connaît. Donc, je reviens, si vous voulez. On a un certain discours contestataire pour lequel le libéralisme, quelque part, a du bon. Hein? Il y a des thèses qui consistent à dire, oui, avec le néolibéralisme, l'État est devenu entièrement néolibéral. Et donc, ça ne sert à rien de demander plus d'intervention publique, puisque c'est renforcer l'État néolibéral. Donc, ça permet d'en revenir, si vous voulez, ce discours, hein, avec l'idée que le néolibéralisme a tout emporté, que l'État serait devenu entièrement néolibéral. Ça permet d'en revenir à un discours simpliste, caricatural à mon goût, qui consiste à dire, eh bien, l'État n'est qu'un État bourgeois, un État au service du capital, et donc ta. Et alors après, si vous voulez, il y a toutes les impasses, parce que si on nie la profondeur de notre évolution qu'est l'État social, quelle est l'alternative? Alors là, il y a des petits bouts qui sont intéressants, il faut toujours entendre. Hein. On nous dit, vive les biens communs. Hein. Par exemple, aujourd'hui, la mode est au bien commun. Mais si on tend bien l'oreille, moi je suis pour les biens communs. Mais si bien commun, ça s'oppose à bien public, parce que historiquement, cette notion s'est constituée contre la notion de bien privé, mais aussi de bien public. C'est quoi les biens communs? Mais moi, je suis pour les biens communs de mon point de vue, si on veut être rigoureux. C'est tout ce qui relève de la sphère de l'économie sociale et solidaire, qui est très importante. Les associations, les mutuelles, les coopératives, c'est génial. Mais attention, c'est privé, quelque part. On est libre d'adhérer à une association, à une mutuelle, à une coopérative. On n'est pas libre de payer ses impôts, etc., de respecter la loi. Donc, si vous voulez, dans nos sociétés, il y a deux principaux pôles. Il y a le pôle public, qui peut prendre différentes formes, plus ou moins décentralisées, etc. Et puis, il y a le pôle privé. Alors, on peut ajouter un troisième pôle, qui est le pôle de ce qu'on appelle le tiers secteur, l'économie sociale, la sphère du bien commun, qui est génial. Mais attention, c'est génial si ça ne vise pas à remplacer, si ça ne sert pas d'antichambre pour remplacer l'État social. Hein, quand j'entends des choses comme on veut dire que l'eau, par exemple, c'est un bien commun, mais non, l'eau, c'est un bien public.
les habitants d'une commune, ils n'ont pas le droit de gérer l'eau comme ils veulent, y compris sur un mode autogestionnaire maintenant, parce que l'eau, elle arrive en amont, elle coule en aval, et donc ça concerne d'autres personnes, donc c'est un bien public. Donc si vous voulez, voilà, je pense qu'on est confronté notamment à ça comme difficulté, qui est qu'il y a un certain discours contestataire qui n'aime pas l'État, alors en partie pour de mêmes raisons. Je nettoie devant ma propre porte. L'État peut être mal géré. D'abord, il y a plein des pays où, est-ce que dire, l'État peut être autocratique, etc. Mais même en France, il faut savoir nettoyer devant sa porte. Il y a des problèmes parfois de fonctionnement des services publics. Bien entendu, réhabiliter l'État social, l'économie républicaine, ça suppose effectivement de créer un projet à vocation majoritaire. Hein. Alors après, toute une série d'arguments, si vous voulez, que je peux dérouler. C'est quoi le projet majoritaire? C'est des éléments très concrets, qu'il faut apporter ensuite dans le débat public. Nous vivons dans les économies mixtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux du public, ils sont productifs autant que ceux du privé. Mais ça, c'est reconnu dans les règles de comptabilité nationale. Mais là, pour le coup, à nouveau, débat. Il y a certains écologistes, et moi je me considère comme un économiste écologiste, qui passent leur vie à critiquer le PIB. Mais c'est stupide. Le PIB, c'est un instrument merveilleux depuis 1968. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec les événements de mai 68. Les plus vieux, là, autour ne commencent pas à s'agiter dans l'auditoire. Ça n'a rien à voir avec les événements. En 68, l'ONU, la commission de l'ONU qui est en charge d'éditer les comptes nationaux, a dit, écoutez, depuis le début, depuis 56, le premier compte national, je vous ai dit de considérer que les services, c'était productif, contrairement à ce que disaient les marxistes. Mais maintenant, en 68, je précise mon propos, je vous demande de prendre en compte qu'y compris les travailleurs du public contribuent au PIB. Et donc, depuis 68, c'est génial. Eh bien, on peut dire, en prenant appui sur la façon dont est calculé le PIB, c'est pour ça que c'est un instrument génial, on peut dire, eh bien, vous savez quoi? Un fonctionnaire, c'est pas un improductif. Hein, parce qu'on a plein de gens ont ça en tête, la plupart des citoyens ont ça en tête. L'idée que le fonctionnaire, c'est peut-être utile, mais enfin, ça ne crée pas réellement de la richesse, sous-entendu, la seule richesse, c'est de la richesse marchande. Et donc, il faut prélever des impôts sur les seuls qui sont productifs, qui sont ceux du privé, pour financer les improductifs. Mais non! Un fonctionnaire, ça augmente le PIB de l'ordre de 20%, le chiffre que je vous donnais tout à l'heure. C'est productif. Ce qui change avec celui privé, c'est que l'accès au service public, il est gratuit. Vous ne sortez pas votre carte bleue quand vous rentrez dans un commissariat, à l'école pour vos enfants, etc. Mais ce n'est pas gratuit. Attention, un discours naïf sur la gratuité. Il faut que ça soit payé, c'est payé par l'impôt. C'est la part des prélèvements obligatoires c'est une part minoritaire d'ailleurs. Hein. L'essentiel des prélèvements obligatoires, c'est pour financer la protection sociale, ça soutient la demande privée. Mais voilà, c'est payé par l'impôt, ça joue le même rôle. L'impôt joue le même rôle que le prix de la baguette de pain dans le privé. Donc voilà, je pense qu'il y a un discours à construire sur le fait que nous sommes tous dans le même bateau. Qu'on soit ceux du public ou qu'on soit ceux du privé, on contribue tous au PIB. Voilà, c'est important, je pense, comme bataille idéologique à mener. Et bien entendu, tout ça doit être bien géré. Parfois, les services publics sont mal gérés, bien sûr. J'ai des anecdotes que je ne vous livrerai pas là dans certaines collectivités locales, il y a vraiment des problèmes d'absentéisme. Bien sûr, il ne faut pas nier cela. Hein. Donc, il y a une vraie remobilisation, mais pour mobiliser la fonction publique, encore faut-il ne pas la stigmatiser, comme l'ont fait tous les gouvernements ces dernières décennies. Hein. Pour vraiment mobiliser les fonctionnaires, la fonction publique, voilà, je pense qu'il y a besoin de reconstruction de notre pays. Alors, autre point, parce que je vais sortir un papier dans les prochains jours, là, que je ne manquerai pas de vous envoyer, mais parce que toujours pour essayer de balayer un peu les champs où il y a besoin de creuser, parce que si on ne déblaye pas ces terrains-là, on ne s'en sortira pas. La question de comment on concilie écologie et social. Bon. Si vous voulez, ce que fait ressurgir la crise, c'est l'idée qu'il y a deux exigences qu'il faut combiner, qui montrent bien entendu l'exigence sociale, hausse du pouvoir d'achat, etc., et puis l'écologie. Alors, il y a certains qui disent on peut concilier tout ça en se contentant de taxer les riches. Donc, on va taxer les riches, et ensuite, on va taxer les riches, et dans le même temps, pour des raisons écologiques, on ne va pas faire de croissance. On ne va pas faire de croissance, il faut lutter contre la relance verte, tout ça, non, tout ça c'est du néolibéralisme, je ne sais pas quoi, c'est bon, voilà. Moi, ce que je montre, c'est que ça, c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible. Hein, il faut accepter dans la vie, il y a des débats qui sont acceptables, il y a des débats qui ne sont pas acceptables. 2 plus 2, ça fait 4. Ça fait pas 6. Et donc, quand on regarde précisément les chiffres de l'INSEE sur le niveau de vie des ménages, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a aujourd'hui 30% des personnes en France qui ont un niveau de vie, le
le niveau de vie des 10% les plus pauvres, le niveau de vie, c'est par unité de consommation. Hein. Donc, une personne toute seule, ça compte pour 1. Toute personne de plus de 14 ans, ça compte pour 0,5. Et toute personne de moins de 14 ans, ça compte pour 0,3. Donc, on tient compte, avec ces statistiques, ce qui est très bien, de la composition du ménage et des économies d'échelle qu'on fait quand on vit à plusieurs. Très bien. Donc, je reprends, les 10% les moins riches, dans notre pays, ils ont un niveau de vie par unité de consommation de 700 euros. 700 euros pour vivre. D'accord? Très bien. Le niveau de vie des 10% les plus riches, il est à 4 700 euros par unité de consommation. C'est colossal. Alors, bien entendu, pour le centile, il est encore plus élevé, etc. OK, très bien. Alors, question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut faire de la justice sociale sans croissance, voire même avec de la décroissance? Eh bien, passons aux travaux pratiques. Si on décide de faire en sorte que ceux qui n'ont pas 1 300 euros, la CGT revendique un SMIC à 1 450 euros. Moi, je suis beaucoup plus modeste, je suis cool, je reprends ce que certains gilets jaunes avaient avant évoqué, un SMIC à 1 300 euros net. D'accord? Aujourd'hui, on est à 1 200. Hein. Je suis vraiment cool. Bon. Donc, l'objectif qu'on se fixe, c'est que les 30% de personnes qui sont en dessous de 1 300 euros, notamment les 10% qui sont à 700 euros, ils soient à 1 300 euros. Très bien. Alors ça, c'est possible en prenant simplement aux 10% les plus riches. C'est possible, d'accord? Mais si on a 5% de décroissance globale du PIB, si le PIB baisse de 5%, eh bien, c'est plus possible. Et si on a 10% de décroissance globale, vous savez quoi? Si on veut réaliser les objectifs sociaux précédents et qu'on fait supporter aux 10% les plus riches la baisse de 10% du PIB global, eh bien, il faut savoir que le niveau de vie des 10% les plus riches, il passe en dessous du revenu médian, c'est-à-dire il passe en dessous de ce que gagnent les 50% de la population. Donc, en fait, s'il y a de la décroissance, 5 ou 10%, et si en même temps, on veut augmenter le revenu, et là, je ne vous ai parlé que des 30% les plus pauvres, et excusez-moi, j'ai oublié de dire, et si on augmente de 10%, de 10% le revenu de ceux qui sont juste au-dessus. D'accord? Donc, on est malgré tout sur la moitié de la population qui gagne le moins. Eh bien, on ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'on est obligé, s'il y a de la décroissance, de prendre aussi dans la poche de ce qu'on appelle les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures. Donc, je ne parle pas des 10% les plus riches. Et qu'est-ce qu'on a dans les classes moyennes? Il faut savoir qu'on a nombre d'instituteurs, d'infirmières. Il faut savoir qu'une infirmière qui gagne pourtant pas énormément sa vie, eh bien, elle fait partie, alors ça dépend de la composition du ménage, avec qui elle est mariée, etc. Bon, enfin, globalement, elle fait partie généralement, de même que les instituteurs, de ceux qui sont entre le 6e, voire le 7e décile, bon bref, voilà. Une infirmière, c'est comme un instituteur, ça fait partie des professions intermédiaires. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on regarde les catégories socio-professionnelles en France, parmi ceux qui ont un emploi, puisqu'en fait, dans les 30% les plus pauvres, il y a plein de gens qui sont précaires, chômeurs, etc. Mais parmi ceux qui ont un emploi, il faut savoir qu'il y a quand même 50% des gens qui sont encore employés dans notre pays, hein, enfin 48%, d'accord, on l'oublie souvent. Bon, donc les professions intermédiaires, ça vient malgré tout au-dessus. Donc il n'est pas possible, si vous voulez, de dire en même temps qu'on va augmenter le pouvoir d'achat des plus pauvres, puis pas faire de croissance parce que c'est pas écologique, etc. Alors, vous allez me dire, mais comment résoudre les problèmes écologiques? Bon, eh bien moi, ce que je vous dis, c'est qu'en fait, pour résoudre les problèmes écologiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire, l'intensité énergétique de la croissance. Hein, c'est-à-dire par point de croissance, par point d'activité, il faut réduire la consommation d'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut faire de la rénovation thermique. Il faut consommer moins d'énergie. Donc, il faut faire de la rénovation thermique du bâti, il faut développer les transports collectifs, il faut relocaliser un certain nombre de productions, etc. Et puis, dans l'autre volet, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour l'énergie que malgré tout on va continuer à utiliser, parce qu'on va continuer à utiliser l'énergie dans l'avenir, il faut qu'elle soit globalement électrifiée. Et quand je dis électrifiée, c'est non carbonée. Voilà. Il faut que ça soit de l'énergie électrique non carbonée. Donc, il faut arrêter d'utiliser, l'objectif, c'est d'arrêter d'utiliser du charbon et du pétrole. Très bien, et du gaz. Bon. Mais là aussi, balayons devant notre porte. Si on est sérieux, ça suppose, tant qu'on n'a pas inventé les dispositifs industriels de stockage de l'électricité, ça suppose de ne pas se passer du nucléaire. Hein, parce que c'est super, et moi je suis pour à fond développer l'éolien et le photovoltaïque. D'accord? Mais l'éolien et le photovoltaïque, par définition, ce sont des énergies intermittentes, et donc vous avez besoin de compléments. Et si en complément vous n'avez pas de nucléaire, eh bien vous recourez facilement au charbon, et on a le résultat qu'on a. L'Allemagne, eh bien, le kilowattheure allemand, il est 8 fois plus
il a une intensité en gaz à effet de serre 8 fois plus importante que le kilowattheure en France. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que, je termine peut-être là le propos préliminaire, pour provoquer un peu, ce dont on a souffert au XXe siècle, c'est le dogmatisme rouge. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? C'est le dogmatisme rouge, avec tous ses effets. Bon, très bien. Je souhaiterais qu'au XXe siècle, on ne souffre pas du dogmatisme vert. Voilà. Et je pense que parfois, moi, je suis pour le débat, je suis pour la démocratie, je suis pour parier sur la raison, d'accord, poursuivre l'œuvre des Lumières. Je pense qu'il faut faire très attention au discours des collapsologues, etc., qui nous mènent dans une impasse absolue, en termes, alors a fortiori en termes de progrès social. Donc je termine sur un point, c'est que pour réaliser les objectifs écologiques, réduire l'intensité énergétique du PIB et réduire l'intensité carbone de l'énergie, ça tombe bien. Il y a besoin de créer plein d'activités. Rénovation thermique du bâti, transport collectif, relocalisation de production, favoriser les productions qui sont peu énergétivores, la santé, l'éducation, parce que si vous voulez, dans certains discours, je pense notamment à quelqu'un qui a un succès sur le réseau, qui est Jean Covici, avec qui je suis en accord complet sur ce qu'il raconte sur le nucléaire. Très bien, ok, mais par contre, quand vous écoutez Jean Covici, il vous dit qu'il n'y a pas le choix pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut la décroissance. Mais en fait, il a en tête, on est souvent prisonnier du schéma intellectuel de ce coucou-là, il a en tête que le PIB, c'est qu'un PIB matériel. D'ailleurs, il utilise souvent ce terme de production matérielle en synonyme de PIB. Mais non, le PIB, c'est pas d'abord, et on voit à nouveau que c'est précieux le PIB, parce que ça permet de mesurer tout ça, le PIB, c'est pas d'abord de la production matérielle. Je dis pas que la production matérielle industrielle n'est pas importante, mais le PIB, c'est aussi l'éducation, la santé. Et c'est ça, bien entendu, qu'il convient de développer. Donc voilà, économie républicaine, c'est l'idée que, je termine vraiment là-dessus, c'est que, si vous voulez, je fais la boucle avec ce que je disais en introduction. L'idée que la démocratie doit prévaloir dans la sphère du politique, il y a un accord complet là-dessus. Bon, après, il y a des discussions vives sur comment on organise ça. Enfin, il y a un accord. Bon, il y a personne d'à peu près équilibré qui dit aujourd'hui, non, la démocratie, sincèrement, en y réfléchissant bien, c'est l'horreur pour devenir la dictature, etc. Enfin, il y a peut-être quelques ozos qui pensent ça, mais on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Par contre, il y a l'idée, il y a aussi un accord, c'est ça qui est terrible. Il y a aussi un accord, à la fois des libéraux et souvent des critiques des libéraux, sur le fait que l'économie, elle échappe à la démocratie, que l'économie, elle est capitaliste ou qu'elle est libérale. Voilà. Alors que ça soit pour le soutenir, pour le défendre ou pour le contester, il y a un accord, par exemple, sur le fait que nous vivons dans des économies de marché. Voilà, ça ne se discute plus. Et bien moi, ce que je soutiens, c'est qu'en fait, non. Aujourd'hui même, en France comme aux États-Unis, avec des variantes, bien entendu. Mais nous ne vivons pas, si on y réfléchit bien, dans des économies de marché. Nous vivons dans des économies avec du marché. Et le marché, ça a du bon. Tout comme la démocratie a besoin d'un pôle libéral, je pense que l'économie a besoin d'un pôle privé. Voilà. Après, il faut remettre en cause le fonctionnement des entreprises. C'est aussi un des volets de l'économie républicaine. Comment on remet en cause le fonctionnement des entreprises privées. Mais je suppose qu'il y a malgré tout des entreprises privées. Comme disait le général de Gaulle, le privé, ça a quand même du bon. Ça pousse les gens à se dégourdir. Très bien. Mais par contre, il a ajouté qu'il y a aussi besoin d'un pôle public. Voilà, donc pour boucler, si vous voulez, je pense qu'il faut sortir de cette idée que l'économie, qui dit économie aujourd'hui, dit économie capitaliste, etc. Bien entendu que le capital domine, ça on est d'accord pour dire ça, il faut remettre en cause cette domination du capital, mais pour remettre en cause cette domination du capital, encore faut-il avoir une boussole. Et je pense que la boussole, c'est justement de relier ces deux sphères. Et la sphère de l'économie et la sphère du politique. C'est quand même assez étonnant. L'économie, c'est très important, tout le monde est d'accord là-dessus. La démocratie, c'est très important. Vous rentrez sur un moteur de recherche économie républicaine, c'est hallucinant. Vous avez plein de travaux sur l'économie sous la Révolution française, sous la Troisième République, point barre. D'accord ? C'est-à-dire que, voilà, on ne va pas plus loin. Eh bien, ce que je suggère, c'est que d'un point de vue conceptuel, ça peut être intéressant pour reconstruire quelque chose, pour trouver un chemin de l'alternative, de relier ces deux pôles. Arrêtez là, j'ai dû dépasser mon temps, vous êtes laxiste, non ? Oui, mais c'était très, très intéressant et particulièrement riche. Plusieurs points.
La première, c'est sur la distinction bien commun et bien public. J'ai l'impression que, en fait, dans beaucoup d'esprits, il y a une confusion entre le bien commun et ce qu'on appelait en droit romain la res nullius, c'est-à-dire le bien qui n'appartient à personne, avec cette idée que, comme ça n'appartiendrait à personne, en fait, ce serait un bien collectif de libre accès. Et c'est peut-être là qu'il y a une confusion entre ces deux notions et renforcée par une perte de confiance dans la gestion publique, dans l'État ou dans les gestions déconcentrées. Donc peut-être ce serait utile que vous reveniez un petit peu sur cette notion. Je retiens aussi, vous nous avez dit que s'il y avait une décroissance de 5 à 10%, en fait, il ne serait plus possible de financer l'augmentation à 1 300 euros des 30% de personnes qui gagnent moins de 1 300 euros. Mais actuellement, en conséquence du confinement, certains économistes nous expliquent que, à minima, le PIB va diminuer de 10%, c'est-à-dire le seuil auquel vous avez dit qu'il était plus possible d'augmenter les revenus, enfin, ou les salaires en prélevant sur les 10% les plus riches. D'autres vont jusqu'à nous dire qu'il y aura une baisse du PIB de 30%. Donc, j'ai lu ça il y a un mois. Voilà. Donc, est-ce à dire que selon votre analyse, en sortie de crise, il n'y a aucune perspective d'augmentation de salaire pour les travailleurs? Donc ça, c'est les deux questions que j'avais. J'ai des commentaires sur Facebook. Le premier, c'est il faut technocratiser l'État. Et voilà. Et après, bon, des commentaires de félicitations sur votre propos liminaire. Parmi les participants, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Hop. Mathieu, allez-y. Oui, bonsoir, Mathieu Puidosso, donc basé à Berlin. Donc je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur la différence entre bien commun et bien public, et aussi sur ce que vous évoquiez sur l'idéologie, disons écologiste la plus doctrinaire, qui reporte tous à une question qui est la question de comment on définit finalement le bien pour une société. Et c'est notamment l'un des aspects révolutionnaires du néolibéralisme d'avoir dit le bien ne peut pas être déterminé d'une manière rationnelle ou par l'intermédiaire des jeux dans une société, que la société soit organisée de manière religieuse, démocratique ou autocratique. C'est en fait les lois du marché qui vont déterminer le bien le plus optimal pour une société. Et lorsqu'on parle donc en fait de la question du bien commun, c'est celle-là en fait de dire bah non, on le voit après près de 50, 60 ans de néolibéralisme. Il ne détermine pas le bien idéal puisqu'il nous laisse complètement tout seuls lorsqu'il y a une pandémie d'une ampleur mondiale comme celle que nous sommes en train de vivre. Et en même temps, les mécanismes pour définir ce bien-là ont été cassés d'une certaine manière. Vous avez dit que plus personne ne remet en cause la démocratie. Les néolibéraux la remettent en cause, soit en disant que l'économie n'est plus objet de la démocratie, alors que la démocratie est née en partie pour dire ben, on va décider de l'impôt ensemble, on va décider de comment aussi on va utiliser l'impôt ensemble, donc on va décider de comment l'argent va être mis quelque part, donc c'est un processus économique. Et en même temps, ils disent aussi si il y a des gens qui arrivent et qui veulent remettre en cause les mécanismes du marché, ces gens-là ne sont pas légitimes à faire partie du jeu démocratique et il faut les en expulser d'une manière ou d'une autre, soit en organisant leur abstention, en s'attaquant à la participation des classes sociales qui vont voter pour ça, soit en organisant leur exclusion judiciaire notamment, comme on a pu le voir au Brésil par exemple, ou dans d'autres pays d'Amérique latine, pour les empêcher d'accéder au jeu démocratique. Donc, on voit bien qu'il y a deux questions philosophiques, vous citiez Marcel Gauchet au début, qui restent non résolues pour construire l'alternance ou l'alternative, qui sont, premièrement, comment est-ce qu'on définit le bien et qu'on fasse comprendre à tout le monde. On a un processus de définition du bien public, du bien commun, de la res publica, qui peut être consensuel, qui peut être accepté par tous. Et deuxièmement,
l'acceptation que dans la démocratie, ça peut aussi aller dans un sens qui n'a rien à voir avec ce que l'on souhaite, c'est-à-dire qu'il faut accepter que des gens avec qui on n'est pas d'accord vont se retrouver au pouvoir, et que cela est normal qu'il y ait une alternance et qu'il y ait ce jeu entre des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Et que donc, il y a des mouvements différents, historiquement, de gouvernement. Merci. Une autre demande de prise de parole? Oui. Oui, bonsoir Christophe Rameau, bonsoir à tous. Oui, ma question serait la suivante. Économie républicaine suppose une économie au service du peuple, bien évidemment, avec ces deux aspects. Le premier, c'est qu'évidemment, l'État agisse pour l'intérêt général. Or, on a assisté dans le cadre du néolibéralisme à une instrumentalisation progressive, notamment à travers les partenariats publics-privés, du public au profit du privé. Par exemple, dans les logiques d'hôpitaux sous PPP, vous avez d'un côté l'hôpital qui assure les services, on va dire, de base, hein, les urgences par exemple, et le privé qui ensuite prend la valeur à travers les interventions chirurgicales. Et puis le deuxième point, c'est effectivement, le deuxième point de ma question, à part cet élément sur le qualitatif de l'État, c'est évidemment la question de la souveraineté. Est-ce qu'on n'a pas assisté progressivement à une sortie effectivement de l'économie du contrôle démocratique par la mondialisation? Est-ce qu'on a même pire, une instrumentalisation du pouvoir à travers un lobbying forcené qui finalement rend le mandat démocratique totalement inapplicable? Voilà. C'est bon, je sais pas comment ça. Oui, c'est bon. Oui, je me souviens. Il y a d'autres intervenants? Non, c'est bon. Allez-y, et puis on. Ok, d'accord. Enfin, ouais. Ok. Bon, alors, comment dire, en vrac, je vais peut-être partir de la fin là sur la question de la souveraineté pour dérouler après les autres questions là qui ont été évoquées. L'État social dans tous les pays du monde, c'est un État social national dans tous les pays du monde. Hein. Et on le voit là avec, y compris là, tous les débats, tous les soubresauts sur l'attitude de l'Europe vis-à-vis de la crise. Comment dire, quand je dis l'État social et national, c'est valable en Europe, bien entendu. Hein. L'État social, je vous dis, on est dans du lourd. Ce sont les services publics. 20% des emplois. On arrive à près de 30% si on intègre, y compris sur des entreprises publiques, etc. Là, quand je dis services publics, c'est services publics non marchands. Donc on est dans du lourd. Hein. Et ça va baisser depuis 40 ans. Ça n'a pas augmenté, ce qui est grave, mais ça n'a pas baissé non plus quand même. Attention. Bon. Donc, service public, protection sociale, etc. Bon. Tout ça, c'est national. Quand vous grattez alors certains disent, oui, mais la solution, ça serait pour résoudre les problèmes de dysfonctionnement européen qui sont réels, hein, qui ont été accentués par l'introduction de l'euro. Dès lors que vous avez une monnaie unique, là, vous ne pouvez plus jouer les différentiels de compétitivité. Et il y a des différentiels, pas parce que les Allemands sont plus productifs ou travaillent mieux que les Grecs, mais non, pas du tout, ils travaillent moins que les Grecs, ils ont une durée de travail moindre, mais parce qu'il se trouve que pour des raisons historiques, qui sont liées y compris à l'intervention publique en Allemagne, historiquement, Bismarck, etc., eh bien, les grandes entreprises industrielles sont plus en Allemagne qu'en Grèce. Et les gains de productivité, ils sont toujours plus importants dans l'industrie, dans les grandes entreprises que dans les PME, etc. Bon, pour des raisons historiques, les gains de productivité sont plus importants en Allemagne qu'en Grèce. Quand je dis la Grèce, après vous avez toute l'Europe du Sud, puis la France entre les deux. Hein. Bon, et donc si vous avez une monnaie unique, vous avez bien compris que très rapidement, vous avez des différentiels énormes. Et donc vous avez le résultat auquel on arrive, qui est que les pays d'Europe du Sud, quand ils ont de la croissance jusqu'en 2008, ils avaient plein de déficits commerciaux absolument abyssaux, et puis l'Allemagne avait des excédents commerciaux absolument dingues. Bon. Et donc, comment dire, alors, comment résoudre ça? Solution, des fédéralistes européens, ça consiste à dire, on va mettre en place un budget qui va compenser, mais c'est pas possible. C'est pas possible à la fois d'abord pour des raisons politiques. Et on fait de la politique avec les peuples tels qu'ils sont, pas tels qu'on souhaiterait qu'ils soient. Bon. Et ça veut dire quoi, politique? Parce que, regardez les propositions de Thomas Piketty, que j'apprécie par ailleurs. Et Thomas Piketty, il dit, oui, on va passer le budget de l'Union européenne de 1 à 5% du PIB européen. C'est ce qu'il y a dans son dernier bouquin. Mais en fait, quand vous lisez bien, il vous dit, oui, puis en fait, donc 4 points de PIB, c'est colossal, hein, qu'on va transférer. Mais en fait, il vous dit, sur les 4 points de PIB en plus, l'Union européenne va renverser 2%, la moitié, aux États qui en font ce qu'ils veulent. On se demande quel est l'intérêt de transférer ces sommes pour qui. Voilà. Mais pourquoi?
Parce qu'en fait, quand on gratte, si vous voulez, moi je suis pour augmenter le budget européen, mais quand on passe de 1% du PIB européen à 5%, ça veut dire qu'on s'attaque au cœur de l'État, enfin on s'attaque, ça veut dire qu'on transfère des dimensions essentielles de l'État social à l'échelon européen. Mais ça, c'est pas possible. Parce qu'il faut être concret. On ne va pas faire des instituteurs européens, on ne va pas faire des infirmières européens, on ne va pas faire des policiers européens, on ne va pas faire des gendarmes européens. Et donc, quand on regarde précisément les fonctions qu'on peut déléguer à l'échelle européenne, ben en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce que même sur le domaine de la recherche, enfin, voilà, on peut en progresser, il y en a très peu. Hein, donc c'est pas bien. L'Europe, il faut qu'elle soit au service des États sociaux nationaux. C'est comme ça qu'on pourra rebâtir l'Europe. Il faut demander beaucoup à l'Europe, en un certain sens. C'est qu'elle arrête d'imposer des règles néolibérales de démantèlement des États sociaux nationaux et qu'elle soit au service des États sociaux nationaux. C'est ça qu'on doit demander à l'Europe. Donc la souveraineté, c'est très important, bien entendu. Hein. Le fondement politique de l'État social, c'est la démocratie. C'est la souveraineté du peuple. D'accord voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'État social, historiquement, il prend des formes extrêmement variées d'un pays à l'autre. La protection sociale, elle est très différente d'un pays à l'autre. Elle existe dans tous les pays du monde. Elle est plus ou moins importante, mais elle existe dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis. Hein. Attention, hein, aux États-Unis, il y a de la retraite publique. Heureusement pour les retraités américains, il y a de la santé publique. Hein, c'est la moitié des dépenses de santé, même si la moitié sont privées. Ça fonctionne très très mal, c'est très coûteux, etc. Il y a du chômage. Hein, vous avez vu que là, pendant la crise, le gouvernement américain a mis en place un programme d'indemnisation des chômeurs. Quand vous regardez le montant par semaine, y compris en termes de parité de pouvoir d'achat, les chômeurs français, ils aimeraient bien voir ça. Hein. Bon, bref. Donc il y a des États sociaux dans tous les pays du monde, mais qui a des formes très variées, parce que c'est le produit de compromis politiques, et le compromis politique, ça résulte de la démocratie, qui résulte de jeux essentiellement nationaux. On peut dire les choses autrement. Pour la première fois depuis des millénaires, dans tous les pays du monde, tous les peuples du monde vivent dans le cadre d'États-nations, en fait. On vit partout, dans tous les pays du monde. Et pour la première fois depuis des millénaires, il n'y a aucune vérité impériale forte. Il n'y a aucun peuple, aucun État qui dit « je vais conquérir le continent d'à côté ». Il y a des problèmes de frontières, la Palestine, le Donbass, je ne sais pas quoi, etc. D'accord ? Mais voilà. Hein. Donc, dans tous les pays, il n'y a qu'une seule zone où peut-être il y a des logiques impériales qui reprennent le dessus, c'est en Europe. Hein, où là, ce sont des Allemands. Hein, parce que nous, on ne peut pas s'autoriser à le dire, qui dit « mais oui, l'Allemagne, aujourd'hui, c'est notamment comme est-ce que dit Wolfgang Streik, qui nous dit mais aujourd'hui l'Allemagne a une politique impériale hein, en Europe qui est profondément délétère, y compris pour la démocratie. Bon, alors voilà pour ce qui est la souveraineté. Sur l'État néolibéral, je ne reviens pas. Oui, bien sûr que le néolibéralisme a été appliqué. Son projet global, c'est de remettre en cause les 4 piliers de l'État social. Remise en cause de la protection sociale, privatisation des services publics, remise en cause du droit du travail, et réorientation des politiques économiques. C'est ça son projet global. Il a réussi, bien entendu, en partie à réaliser son projet. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'il n'a pas réalisé entièrement son programme. La protection sociale, bien sûr qu'elle a été remise en cause. Mais enfin, quand même, aujourd'hui, y compris pour les défendre, les retraites, vous avez vu, le gouvernement est obligé de lâcher quand même là-dessus, c'est une belle victoire. Bon, eh bien, et c'est pas pour rien qu'il a été obligé de lâcher, c'est parce qu'il sentait, c'est un argument de poids très important dans le débat. Si face à une crise comme celle-ci, eh bien, il faut abandonner tout ce qu'il avait prévu, c'est que tout ce qu'il avait prévu n'était pas adapté, bien entendu, pour faire face aux défis de notre temps. Mais voilà, le niveau de vie des retraités aujourd'hui, il est largement plus élevé que ce qu'il était à la fin des années 70. Hein, donc voilà, donc voilà, il y a des acquis sociaux, les services publics, ça existe. Bon, donc voilà, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que bien sûr qu'il y a des partenariats publics-privés, etc. Mais regardez, même au Royaume-Uni, ils ont décidé d'abandonner complètement les partenariats publics-privés. C'était l'épicentre hein, des PPP. Ils ont décidé d'abandonner ça parce que ça ne marche pas. Mais attention, au retour, quand vous discutez avec certains maires de villes de gauche, de villes communistes, quand vous discutez avec eux et que ce n'est pas enregistré, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parfois, sur certains services, on a un vrai problème. Ça ne fonctionne pas, Parfois, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas terminer ma phrase. Enfin, parfois, on est tenté de recourir à la sous-traitance parce que les services publics ne fonctionnent pas. Il faut savoir balayer devant sa porte. Hein? Bon, voilà. Alors, j'arrête là sur ce volet. Sur le marché, je rejoins sur le marché. Le noyau dur, je suis toujours pour partir du principe que quand un adversaire, quand le discours d'un adversaire porte, quel que soit le domaine, c'est qu'il met le doigt sur un vrai enjeu.
D'accord? Tout à l'heure, j'ai tapé très fort contre les décroissants. Ils ont bien entendu des raisons, les décroissants, de dire qu'il faut faire décroître certaines productions. Bien sûr. D'accord? Bon. Les libéraux. Le noyau dur de la théorie libérale, ça consiste à dire que sous la pression de la concurrence, eh bien, la recherche par chacun de son intérêt personnel égoïste, ça va pousser chacun à agir au mieux, à être le plus productif possible, etc. D'accord? Bon. Alors, il rajoute, tout ça va augmenter la production globale et ça va bénéficier à tous. Non, ça c'est faux. Hein. On sait que ça ne bénéficie pas à tous, il y a des inégalités. Puis par ailleurs, régulièrement, le capitalisme nous plonge dans des crises où il y a 5, 10, 15, 20, 30% de la population qui aimerait bien bosser, d'accord? Et qui ne peut pas bosser, alors qu'il y a plein de besoins à satisfaire. Ce n'est pas très efficace. Hein. Je veux dire, on peut critiquer le capitalisme. Mais ceci étant, dans l'idée que la concurrence a du bon, ça pousse certains, ça pousse chacun à agir au mieux. Il y a une part de vérité profonde qu'il faut accepter. Je suis pas plus. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut. Voilà, je pense qu'il y a. Après, il y a plein de débats qui coulent de ça. Une fois qu'on a dit ça, je vous assure, une fois qu'on a dit ça dans le débat public, on peut y aller. Hein. On peut dire, bon, allez, soyons sérieux maintenant. Vous voyez, on n'est pas des dogmatiques. Mais par contre, les entreprises, parlons sérieusement, les entreprises privées qui sont gérées pour le compte des actionnaires, enfin, quand on y regarde de près, tout ça joue contre la production, tout ça joue contre l'investissement. C'est des logiques de court terme. Donc, il faut remettre en cause le fonctionnement des grandes entreprises. Hein. Et les grandes entreprises, c'est important, c'est 30% de l'emploi, hein. Je ne parle même pas sans compter le public. Hein. On a toujours l'image que maintenant, il n'y a plus que des PME. Mais non, dans l'emploi privé, il y a 30% des travailleurs qui travaillent dans les entreprises de plus de 5000 salariés. Hein. Il y en a 20% en dessous qui travaillent dans les entreprises de taille intermédiaire, comprises entre 250 et 5000 salariés. Hein. Puis alors après, vous avez les PME, etc., mais qui sont souvent en situation de sous-traitance. Donc les grands groupes, c'est très important. Et on sait que dans tous les pays, mais en France en particulier, les grands groupes se sont adonnés à des logiques actionnariales effroyables d'un point de vue industriel, d'un point de vue productif. Donc ça joue contre l'investissement. Hein. Donc on n'a pas de leçon à recevoir des gestionnaires de fonds, etc. en termes voilà. Donc il faut remettre en cause. Et là, de ce point de vue-là, il faut aller vers une logique à l'allemande ou à la suédoise, c'est-à-dire une logique de codétermination. Il faut que les travailleurs, je rejoins ce que les propositions de Thomas Piketty, hein, qui sont pas nouvelles, d'ailleurs, dans ce qu'on dit dans le débat public, mais voilà, qui consiste à dire, hein, Thomas Piketty dit à juste titre, il faut que les travailleurs aient un pouvoir similaire à ceux qu'ils ont dans les grandes entreprises, allemandes. Sur la question, donc sur la question, l'État, et parfois, il faut remettre en cause la technostructure, oui, tout à fait. Hein, tout à fait. C'est vrai qu'il faut aller. Alors, c'est pas simple, hein, effectivement, parce que, si vous voulez, moi, tout le discours sur la tête vive de la démocratie directe, etc., non. Okay. Je suis pour, je trouve ça sympathique, il faut faire un monde, hein, y compris les anarchistes, c'est utile, mais il y a besoin de contre-pouvoir dans nos sociétés. On sait que le pouvoir peut toujours conduire au pire, mais il ne faut pas nier. C'est pour ça que je suis contre fondamentalement. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans l'idée d'économie républicaine, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Marcel Gaucher, hein, il y a l'idée que le tout n'est pas réductible au jeu de parti. Donc il y a besoin de pouvoir. Il y a besoin de structures qui prennent en charge cette part du tout qui n'est pas réductible au jeu de parti. Donc il y a besoin de pouvoir. On sait que le pouvoir, ça peut conduire au pire. On le sait. Hein, et il n'y a pas de solution miracle. Hein. Il n'y a pas de solution miracle. Hein, mais il ne faut pas nier. Hein. Peut-être que la première solution, c'est de ne pas nier la nécessité du pouvoir. Il y a besoin, dans les entreprises, il y a besoin de dirigeants. Dans une association, dans n'importe quel parti politique, il y a besoin de direction. D'accord? Voilà. Alors, il faut que ça soit géré démocratiquement. On sait que c'est pas simple. Il y a les processus de bureaucratisation, de technostructure. Voilà. Et ce qu'il faut faire pour l'État, c'est ça. C'est associer mieux, effectivement, les usagers. D'accord? Hein, être plus à l'écoute, etc. Donc, il y a tout un travail, là, qui est pas simple à faire, qui est pas simple à réaliser. Mais je pense que garder la boussole, effectivement, il ne faut pas nier, hein, justement, cette question-là. Sur bien commun, bien public, si vous voulez, sans retenir, hein, vous remontiez au droit romain, moi, si on prend la Révolution française, hein, la Révolution française, elle pose l'idée que il y a d'un côté l'intérêt général, qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers, puis il y a de l'autre côté le jeu des intérêts particuliers. Et puis donc, pour que l'intérêt général ne soit pas ravalé, raboté au rang des intérêts particuliers, on quitte l'Ancien Régime, où justement l'intérêt général, où l'État c'était la maison du roi, hein, en quelque sorte. Bon, pour éviter ce retour à l'Ancien Régime, on interdit les corps intermédiaires. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin du 19e? On dit on a été trop loin, là. On a été trop loin, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il ne faut pas que l'intérêt général soit ramené, rabattu sur les intérêts particuliers, soit privatisé. Mais entre l'intérêt général d'un côté, la sphère des biens publics, de mon point de vue, etc., et la sphère des intérêts particuliers, on peut accepter, il faut accepter
qu'il y ait une sphère intermédiaire. C'est ce qu'on appelle la sphère des intérêts collectifs, des intérêts communs. C'est comme ça qu'on a légalisé les syndicats. Les syndicats, eh bien, on a dit, finalement, les syndicats, il n'y a pas de raison de les interdire, il faut les autoriser. Ils vont défendre les intérêts des membres associés. D'accord? Voilà. Même chose pour les associations. Vous avez vu, en France, on a attendu 1901 pour les associations. Même chose pour les mutuelles, 1898, je m'abuse pour les mutuelles. Voilà. Donc, on a reconnu le fait qu'il pouvait y avoir effectivement une sphère intermédiaire entre la sphère des intérêts privés et la sphère des intérêts publics, qui est la sphère des intérêts communs. Alors, la frontière entre tout ça, entre ces trois sphères, elle n'est pas simple, bien entendu. Il n'y a pas de. Tout dépend du débat après. Voilà ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de règle absolue. Tout dépend du débat démocratique. Si les citoyens décident que, je sais pas quoi, que tel service doit être privatisé, s'ils le décident majoritairement, ceux qui sont pour la socialisation devront se battre pour essayer de convaincre les gens. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, dans tous les pays du monde, le cœur de notre débat, c'est ça. C'est qu'est-ce qui doit relever du privé et comment se gérer, qu'est-ce qui doit relever du public, comment se gérer, ou qu'est-ce qui doit relever éventuellement du tiercé. C'est le débat essentiel, en fait, de nos sociétés. Hein. Et c'est bon. Mais à nouveau, on ne l'assume pas souvent comme tel. Hein. On ne l'assume pas comme, comment dire, sur, alors j'ai oublié, le PIB à 10%. Ah oui, voilà, le PIB aujourd'hui, on a de la décroissance, bien sûr. Le PIB, non, 30%, comme vous avez évoqué tout à l'heure, c'est 30% sur un trimestre. D'accord, mais en rythme annuel, on est bien sur les scénarios les plus sombres, effectivement, c'est des baisses de PIB de 10%. C'est absolument colossal. Hein, c'est effroyable déjà. Et encore, voilà, ce qu'il faut espérer, c'est que grâce à l'intervention publique, grâce au plan de relance qu'on a mis en place, qui sont légitimes. Alors après, on peut discuter bien entendu des termes précis, mais l'idée en elle-même est tout à fait légitime hein, que les États interviennent hein, pour éviter l'effondrement de l'économie. Là, on va avoir un effondrement en 2020, enfin, on va espérer que bien entendu en 2021, mais l'enjeu, bien entendu, c'est quoi? C'est que, alors, enfin, deux points d'abord, je reviens sur ce que vous disiez. La baisse, qui dit baisse du PIB, dit baisse du niveau de vie, hein, si vous voulez. Se dire les choses autrement. Le PIB, c'est précieux pour une autre raison. Dans tous les pays du monde, on le calcule de trois façons différentes, à l'euro près, enfin au dollar près, peu importe. Dans tous les pays du monde, c'est des règles de comptabilité nationale. Première façon de le calculer, par la production. C'est ce à quoi on pense tout de suite. Le PIB, c'est une somme de valeur ajoutée. Tout à fait. Alors d'abord, comme je l'ai dit, depuis 68, dans cette valeur ajoutée, on dit qu'elle a la valeur ajoutée des fonctionnaires. C'est quand même un argument de poids pour défendre les services publics. Très bien. Deuxième approche. On arrive exactement au même résultat. La demande. Le PIB, c'est une somme de demande. Consommation ou investissement. Puis il y a le solde extérieur. Et en sachant que la consommation, dedans, il y a la consommation de services publics. On consomme des services publics puisqu'ils sont produits. On les consomme. C'est comptabilisé à l'euro près, si je puis dire. La consommation, globalement, en France, c'est 80% de la demande globale. Le 20% restant, c'est l'investissement. Pour les Canadiens, c'est très important, je vous les demande, parce que c'est ça qui est premier. Mais passons. Troisième façon de le calculer, les revenus. Le PIB, c'est une somme de revenus. Les salaires, en mettant dans toutes les cotisations sociales, qu'elles soient salariales, patronales, tout ça, c'est du salaire. Les profits, d'accord? Et bien voilà. Le PIB, c'est une somme de revenus. Si vous baissez le PIB, à moins de nier que 2 et 3, ça fait 5, vous baissez la base globale des revenus. Il n'y a pas photo. Les revenus ne tombent pas du ciel. Vous baissez la base globale des revenus. Quand le PIB baisse de 10%, bien entendu, globalement, on va avoir des baisses de revenus. Et alors, le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que ceux qui vont trinquer, bien entendu, d'abord et avant tout, ce sont les plus démunis. Quand je dis qu'ils vont trinquer, ne soyons pas, comment dire, européano-centrés, là. Hein. Il y a des rapports de PNUD là, qui viennent de paraître hier, c'est effroyable ce qui va se passer à l'échelle mondiale. La chute du PIB qui va être enregistrée à l'échelle mondiale, c'est effroyable en termes de développement humain. D'accord? Tous les indicateurs de développement humain vont s'effondrer à cause de la décroissance, de la dépression qu'on va connaître. La famine va exploser. C'est effroyable ce qui va se passer. En France, comme dans les pays développés, on a des amortisseurs sociaux. Mais enfin, ceux qui vont trinquer dans la crise, on le sait, mais on le voit déjà. C'est quoi? C'est les plus démunis. C'est notamment les précaires. La catégorie, là où il y avait un gros trou dans le filet de protection qu'a mis en place le gouvernement, le chômage partiel. Il fallait faire ça, c'est très bien d'avoir fait le dispositif de chômage partiel. Suspendre les règles d'indemnisation de la réforme des règles d'indemnisation du chômage, c'est la moindre des choses. Par contre, là où il y a un gros trou, c'est les travailleurs précaires, dont le contrat n'a pas été renouvelé. Donc là, il y a un gros trou, parce que voilà, donc c'est bon, bref. Donc on voit bien que c'est les plus démunis, bien entendu, qui vont
qui vont traquer. Donc l'enjeu, c'est effectivement de sortir de cette crise en réorientant radicalement. Hein. Il faut relancer notre activité, mais il faut la relancer de façon à la fois sociale et écologiste, pour réduire les inégalités, d'accord, et réorienter les activités vers les activités qui sont utiles pour réduire les gaz à effet de serre. Et on a besoin d'activités, d'emplois pour réduire les gaz à effet de serre. Moi, je suis pour, voilà, donc je suis pour une société de plein emploi. D'accord, je ne suis pas pour me résoudre. La plupart des partis en décroissance sont contre le plein emploi. De ce point de vue-là, ils sont cohérents avec leur point de vue. Moi, je suis absolument contre cela. Je suis pour une société de plein emploi. Comment dire, et donc, ça suppose plein emploi en réorientant, bien entendu, les activités vers les activités qui ont un sens, qui sont utiles. Pour l'écologie, on a besoin de toute façon d'un choc de croissance verte. Ça, c'est très clair. Hein. Plan massif de rénovation thermique du bâti, c'est un point très important. Développement des transports collectifs, développement des énergies électriques non carbonées, etc., relocalisation de produits. Voilà, on a besoin de, j'ai oublié de dire tout à l'heure, un panneau photovoltaïque, ça a une emprise au sol 1000 fois supérieure en kilowattheure que celui d'une centrale nucléaire. Bon, de toute façon, je suis pour développer aussi le solaire et l'éolien. Mais bon, voilà. Je fais le tour, là. Oui. Pour le premier round, j'ai expliqué. Oui, alors j'ai deux questions de Facebook. La première, c'est une demande de précision. Donc, M. Rameau peut-il développer ce qu'il pense de la nécessité de renforcer le capital public pour la souveraineté nationale et la planification? L'État historique en France n'est pas seulement social, mais un acteur direct dans la production de façon très graduée entre le public et le privé, n'est-ce pas un pilier majeur à revaloriser dans notre économie? Un commentaire qui va dans l'autre sens à peu près. Si nous gardons des États souverains, qu'est-ce qui les empêcherait de continuer à pratiquer l'optimisation fiscale? Je n'ai pas entendu la dernière question, excusez-moi. Si nous gardons, donc si les États restent souverains et indépendants, qu'est-ce qui empêcherait ces États souverains et indépendants de continuer à pratiquer l'optimisation fiscale? En fait, le dumping fiscal, la concurrence entre États en réalité. Oui, d'accord, oui, ok. Sur la première question, c'est tout bête. Enfin, sur la dernière question, c'est tout bête. Comment dire on a aujourd'hui des paradis fiscaux, y compris à l'intérieur même de l'Union européenne, ou est-ce que dire les Pays-Bas, la Suisse, bon, ok. Enfin, pas dans l'Union européenne, la Suisse, mais le Luxembourg, très bien. Là, il faut. Et d'ailleurs, il suffit de lire les travaux là de gens plutôt très fédéralistes comme Thomas Piketty, comment dire, Zuckman, etc. C'est Emmanuel Seize, etc. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, parce qu'ils sont pour des solutions fédérales, mais en fait, quand vous lisez l'ouvrage de Thomas Piketty, il vous dit, pour crédibiliser ses propos, il vous dit c'est possible de faire le registre des sociétés de façon très bien. C'est possible de taxer, les mouvements de capitaux. C'est de contrôler les mouvements de capitaux. C'est possible de taxer les hauts revenus. C'est possible. Et à chaque fois que vous savez ce qu'il me dit, la preuve que c'est possible, c'est qu'on peut le faire à l'échelle nationale. Ah, eh bien moi ce que je dis, voilà, ça y est, on a la clé. Il faut le faire d'abord à l'échelle nationale, de façon y compris, parce que moi je suis pour les coopérations internationales, bien entendu, de façon y compris à pousser ensuite. Mais il y a plein de peuples européens, d'États européens. Si demain on avait un grand État comme la France, quand même, on n'est pas plus de un petit pays, d'accord? Si un État comme la France disait, voilà, maintenant la récréation des paradis fiscaux, c'est terminé, mais vraiment terminé. Et donc, on met en place, on applique le principe qui est en discussion à l'OCDE depuis plusieurs années, mais qui a du mal à avancer parce qu'il y a plein de blocages pour des raisons compréhensibles. On applique le principe tout bête, qui est l'idée que les entreprises, elles vont être taxées à hauteur de leur activité. D'accord? Et le numérique permet de faciliter les contrôles de ce point de vue-là. Donc, voilà, donc, en fonction de leur activité, les entreprises vont plus pouvoir jouer des prix de transfert, comme elles font en disant, tiens, comme par hasard, c'est ma filiale aux îles Caïmans, qui a 3 salariés ou je ne sais pas quoi, qui produit plein de choses. Tout ça, c'est terminé. Voilà, si la France fait ça, je vous assure qu'en Italie, en Espagne, au Portugal, tout ça, ça fait plus de 50% du PIB de la zone euro. Eh bien, on n'attend que ça pour dire, nous aussi, on y va. D'accord? Et y compris en Allemagne, pour le coup, on va avoir des choses qui vont bouger. Mais il faut arrêter ce cirque qui n'en finit plus. Ce cirque, le mot est inadapté. Il y a une partie de la gauche. On est souvent prisonnier du schéma intellectuel de ce qu'on combat. Il y a une partie de la gauche pour qui la nation, c'est le nationalisme. En fait, il y a une partie de la gauche qui a exactement la même conception de la nation que le Front National. Et donc, à l'inverse du Front National, mais ils n'aiment pas. Pour eux, la nation, c'est le racisme. Comme ils n'aiment pas le racisme, ils n'aiment pas la nation.
D'accord? Voilà. Et bien non, il faut opposer, y compris à ceux qui ont une conception racialiste, ethniciste, qu'on retrouve d'ailleurs à l'extrême gauche de la nation, une conception républicaine. Voilà. Et donc sur cette base-là, eh bien oui, le protectionnisme, c'est pas un gros mot. Voilà, c'est-à-dire, en tout, moi je suis keynésien, en tout domaine, je pense que le marché, ça dit bon, les échanges internationaux, ça dit bon, il y a besoin de règles. Et donc, il y a besoin de règles. On ne voit pas le choix pourquoi il y aura un domaine qui échapperait aux règles, qui seraient les domaines des échanges internationaux. C'est comme, parce que si vous mettez en place le libre-échange, mais par définition, vous ne pouvez plus rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous dites à les entreprises, on va vous taxer, on va vous contrôler, on va changer votre mode de gouvernance, mais par ailleurs, vous pouvez produire où vous voulez et réimporter. Mais non, mais elles vont faire du dumping social, fiscal et environnemental, bien entendu. Donc, bien entendu qu'il faut des règles. Hein, tiens, le néolibéralisme, finance libéralisée, libre-échange, austérité salariale, contre-révolution fiscale, tout ça, c'est une cohérence systémique extrêmement forte. Et on ne peut pas toucher à l'un, si vous voulez, sans toucher à l'autre. Ça tombe bien, les peuples demandent. Voilà, une fois qu'on a cette boussole, on peut y aller tranquillement. Enfin voilà, il faut avoir un peu de volonté politique pour le faire. Donc voilà. Alors sur le capital public, oui, bien entendu, hein, quand je vous ai dit le néolibéralisme n'a pas tout emporté, il a été quand même très loin sur certains domaines. Hein. Les domaines où il a été le plus loin, je vous dis, hein, la finance libéralisée, là, il a changé, on a changé de monde. Hein. La finance a repris le pouvoir qu'elle n'avait plus durant les Trente Glorieuses, période durant laquelle on n'avait pas de crise financière. Bon. Comme quoi, hein, les économies ne s'en portaient pas plus mal. Bon, mais finance libéralisée, libre-échange, austérité salariale, contre-révolution fiscale, il y a un cinquième volet du néolibéralisme. C'est la remise en cause des entreprises publiques. Hein, c'est-à-dire là, dans la sphère du public, là où le néolibéralisme a été très loin, c'est pas tant sur les services publics non marchands, même si c'est des choses, mais c'est sur les entreprises publiques, c'est sur ce qu'on appelle les services publics marchands. Un marchand dans le sens où l'essentiel des recettes de la SNCF, de la Poste, de la RATP, d'EDF, ça vient des recettes d'activité. C'est pour ça qu'on dit marchand, en fait. C'est honnête. Bon, ça vient de la vente du produit, ça vient pas de l'impôt. Et bien là, on a une baisse colossale. Hein, on a une baisse colossale, si vous voulez. Donc il y a bien eu des effets du revenus, si vous voulez. Je vous donne un chiffre. Suite aux nationalisations de 80-82, quand vous mettiez en rapport la valeur ajoutée par les fonctionnaires, pour les administrations publiques, d'accord, plus la valeur ajoutée par les entreprises publiques, hein, par les salariés des entreprises publiques, et bien quand vous mettiez en rapport ce chiffre-là avec la valeur ajoutée des seules sociétés non financières privées, d'accord, donc je ne compte pas les ménages, etc., bon, on était à 80%. C'était quasiment kiff-kiff bourricot. Le poids du secteur public, avec les entreprises publiques, fonctionnaires plus entreprises publiques, c'était quasiment, on était à 80% du poids des entreprises privées. 86, début des privatisations, résultat des courses, aujourd'hui on est à 40%. Donc vous voyez qu'il y a eu une réduction considérable, hein, une baisse considérable du poids du capital public. Et donc il faut, je pense, là, revenir là-dessus. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à dire qu'il y a certains secteurs où la question de la nationalisation se pose, bon, en sachant que, bien entendu, il faut aussi avoir le courage de dire que, on rejoint la question tout à l'heure de la technostructure, il faut que tout ça soit bien géré, il faut que, voilà, c'est pas toujours évident, hein, il y a voilà, donc il faut que le public soit bien géré, ça ne va pas de soi, hein, ça va vraiment pas de soi, hein, donc il y a ce défi-là aussi à relever, oui. Je vous remercie. Et vous pourriez peut-être passer aux propositions de politique publique à mettre en place en sortie de confinement pour mettre en place l'économie républicaine que vous appelez de vos voeux. La première proposition, si vous voulez, de politique publique, c'est vraiment c'est d'en finir, par exemple, dans le discours public, avec c'est très important. Là, on est des êtres humains, on vit avec des représentations, on vit avec ce qu'on a dans la tête. Je me souviens je me souviens les premiers vœux du président Macron. Il avait cité qu'un seul chiffre, alors que ses vœux étaient assez longs. Il y a une certaine proportion, est-ce que je veux dire, un certain hubris qui le pousse à faire des discours parfois assez longs. Il avait cité qu'un seul chiffre. Il a dit, vous vous rendez compte, Français, vous consacrez la moitié de nos richesses pour faire vivre des services publics. Il avait tout faux. C'est quand même hallucinant, un seul chiffre qui cite, il a tout faux. Hein, et bien ce chiffre, on l'entend souvent, l'idée que la dépense publique, c'est 56% du PIB, vous voyez ce que je veux dire. Puis alors là, ça va exploser. Hein, bon. Mais il faut arrêter avec ça. Hein. La dépense publique, ça équivaut à 56% du PIB. Mais ce n'est pas une part du PIB. D'accord ? C'est-à-dire que si on calcule la dépense privée
comme on calcule la dépense publique, on est à 200% du PIB. Vous avez bien compris qu'il y a un problème. Hein. Si les parts du gâteau font plus que le gâteau, c'est qu'on n'est pas en termes de parts. Hein. Bon, donc voilà, dans la dépense publique, qu'est-ce qu'on a? On a deux volets distincts. Hein. On a un premier volet qui sert, celui que j'évoquais tout à l'heure, à payer les services publics, le travail politique des fonctionnaires. Mais la majorité, les 3/4 de la dépense publique, ça sert à quoi? Ce sont des sommes qui sont effectivement prévues et qui sont immédiatement reversées aux ménages sous forme de prestations sociales, les retraites, les allocations chômage, les allocations famille. Qu'est-ce que font les ménages avec ça? Ben, ils font leurs courses auprès du privé. Donc en fait, la dépense publique, les 3/4 de la dépense publique, ça sert à soutenir l'activité du privé. Et je ne compte pas les subventions diverses aux ménages, aux entreprises. Hein, aussi, il faut savoir que le fameux CICE, le crédit impôt recherche, est comptabilisé dans la dépense publique. Bon, voilà, alors que c'est des moindres rentrées fiscales, mais c'est comme ça. Bon, bref, donc voilà, je pense que vraiment, changer de représentation, oui, aujourd'hui, la dépense publique, elle est importante, mais demain, si on passe à 60-65%, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité privée. Au contraire, ça peut vouloir dire que, en fait, on a besoin de dépenses publiques pour soutenir l'activité. Moi, je suis pour de baisser certaines dépenses publiques. Hein. Je serais pour qu'on soit dans un pays où il n'y ait plus d'allocation chômage, où il n'y ait plus de RSA parce qu'il n'y aurait plus de pauvres, où il n'y aurait plus d'allocation chômage parce qu'il n'y aurait plus de chômeurs. Ah ben oui, moi, je suis pour les baisser, ces dépenses. D'accord? Mais tant qu'on a des chômeurs et des pauvres, ça relève d'une responsabilité sociale. Il faut des allocations chômage qui sont insuffisantes et il faut relever les minima sociaux. Donc, je pense, comme mesure très concrète, par exemple, il y a une mesure à prendre là, de relèvement significatif des minima sociaux. Hein, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Il y a besoin d'un programme massif d'investissement public. D'accord? Ça a été peu évoqué, mais dans l'investissement public, l'investissement des hôpitaux a chuté. Hein, depuis Hollande, c'est ce que je veux dire. Hein, il a chuté parce que voilà, quand vous baissez les budgets publics, qu'est-ce que peuvent faire des directeurs d'hôpitaux tout comme des présidents de syndicats intercommunaux, etc., enfin de communautés de communes, et ça, sur quoi vous pouvez jouer d'abord et avant tout les subventions aux associations, la culture qui se porte très mal, et puis par ailleurs l'investissement public. Voilà, donc vous aviez prévu de construire, je sais pas quoi, 2 écoles, en fait vous en construisez qu'une, puis l'autre vous la construisez, je sais pas quand. Voilà, donc il faut relancer l'investissement public, il faut un programme de recrutement et de revalorisation, hein, de recrutement massif dans le secteur hospitalier, ça va de soi. En matière d'éducation, pareil. Enfin, on a des infirmières et des instituteurs qui sont payés, mais de façon, comment dire, de façon indigne par rapport, alors qu'on est un pays développé, par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Ça, c'est pas acceptable. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment donc voilà, il y a réhabiliter, voilà, réhabiliter et la dette publique, je termine là-dessus, en termes de représentation, arrêter ce discours catastrophique sur la dette publique. Mais quand je dis ce discours catastrophique, ce qu'on a du côté des libéraux, mais qu'on a dans un certain discours contestataire. C'est terrible, ça. Hein, on a un certain discours contestataire et ça revient en ce moment. Je trouve ça aberrant. Qui nous dit « Oh là 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 là, avec la crise, les dettes publiques vont augmenter. Oh, c'est effroyable pour les générations futures. Il faut trouver une solution. Et donc la solution, c'est annulation des dettes, monétisation des dettes, etc. » Mais tout ça, c'est... Je cherche le mot... Tout ça, comment dire, c'est vraiment pas les enjeux majeurs. Hein. Les dettes publiques, elles vont monter, mais c'est pas grave. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est les dettes privées, parce que ça, parfois, elles peuvent être pas remboursées. Mais les dettes publiques, si vous voulez, il faut derrière des propositions soi-disant radicales, sur le fait, ouais, monétisation de la dette, annulation de la dette. En fait, on entretient la peur qu'entretiennent les libéraux sur le thème, l'enjeu majeur, c'est la dette. Hein. Eh bien, ce jeu-là, je vous assure qu'on va perdre. D'accord? À force d'agiter la dette, parce que quand on va dire annulation des dettes publiques, on va s'apercevoir que les dettes publiques, c'est pas comme les actions. D'accord? Et que les dettes publiques, souvent, les obligations publiques, c'est souvent dans les programmes d'assurance vie. Et que si on annule les dettes, c'est pas simplement les très très riches qui vont trinquer, comme pour les actions qui sont très concentrées, ça va être y compris les classes moyennes, et quand je dis les classes moyennes, y compris les classes populaires. D'accord? Parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont des plans d'assurance vie. Donc, je vous assure que si on commence à dire ça et qu'en face, on a des gens qui disent ils veulent vous toucher à votre plan d'assurance vie, etc., vous êtes mal parti pour remonter la porte. La dette publique n'est pas un problème. La dette publique, elle va augmenter, mais c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que les États partout dans le monde, et depuis les États modernes partout dans le monde, et depuis belle lurette, qu'est-ce qu'ils font? Ils font courir leurs dettes. Alors, si vous voulez, un ménage, d'abord pour un ménage, avoir une dette personnelle de 100% de son PIB, pour son revenu, c'est pas grave. Hein, quand vous vous lancez dans la vie, vous achetez un appartement, je ne sais pas quoi, vous pouvez avoir une dette qui est supérieure à 100% de vos revenus annuels, ce n'est pas la catastrophe, vous n'êtes pas obligé de vous mettre l'accord de coût. Très bien. Quand vous êtes en entreprise, pareil.
Et très bien. Alors, par contre, ce qui change avec un ménage, c'est que, passé un certain âge, vous êtes obligé de rembourser vos dettes. Parce que les êtres humains, c'est mortel. Vous voyez ce que je veux dire? La crise nous le rappelle. Il faut accepter ça. C'est mortel. Et donc, si à 70 balais, vous allez voir votre banque en disant ouais, je veux faire un crédit pour faire un voyage à Bora Bora suite au confinement, là, j'en ai un peu marre, la banque va vous dire non, c'est terminé, vous n'avez plus d'argent. D'accord? Bon, très bien. Mais l'État, il n'est pas mortel. Et donc, qu'est-ce que fait l'État chaque année? Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière? Qu'est-ce qu'a fait l'Agence France Trésor? Elle a remboursé à peu près 40 milliards d'intérêts. Ça représente 1,8% du PIB. Durant les 30 glorieuses, les intérêts, c'était entre 1 et 1,3 du PIB. Ça a un peu augmenté. On est passé de 1 à 1,8. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus la catastrophe absolue, quoi. Donc, on a payé 40 milliards d'intérêts. On a remboursé à peu près 100 milliards d'obligations qui arrivaient à échéance. Très bien. Qu'est-ce qu'a fait l'Agence France Trésor? Eh ben, elle a emprunté pour payer tout ça. Et elle a emprunté plus que les 40 plus 100, 140. Elle a emprunté près de 200 milliards parce qu'il fallait aussi payer du déficit primaire. Grâce à la dette, il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses publiques chaque année qu'il en sort. Donc dire que la dette publique, ça écrase l'État, ça écrase l'économie, ça nous empêche de investir en éducation, etc. Tout ça, c'est des conneries. Grâce à la dette publique, il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses publiques qu'il n'en sort. Donc ce discours catastrophique, moi je suis pour baisser les dettes publiques. Mais historiquement, il n'y a pas photo. Le seul moyen qu'on a pour baisser les dettes publiques, c'est quoi? C'est qu'il y ait de la croissance. Voilà, il faut qu'elle soit verte maintenant, mais qu'il y ait de la croissance. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les dettes publiques, elles étaient comprises en Europe, elles étaient comprises entre 150 et 300% du PIB. Aux États-Unis, où elles étaient les plus faibles, elles étaient à 120% du PIB. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas annulé les dettes. On a dit, on paye les dettes. Un État, c'est sérieux. La parole de l'État, c'est sérieux quand même. Ce que je veux dire, important dans l'intérêt général, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait du tout l'austérité. On a relancé l'activité. Hausse des salaires, hausse de la dépense publique, ça a relancé l'activité. Résultat des courses, le PIB a augmenté. Et comme les dettes ont les rapports au PIB, vous avez bien compris, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien, un fin mathématicien pour comprendre que quand le dénominateur augmente, le ratio global il baisse. D'accord? Donc on a fait de la croissance. Qui dit croissance dit par ailleurs plus de rentrée fiscale. Et donc, voilà, moins de problèmes pour les déficits se réduisent, etc. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a taxé les riches. On a dit aux riches, écoutez, l'État, c'est sérieux, on vous paye les intérêts qu'on vous doit, vous voyez ce que je veux dire? Surtout à l'époque, où les obligations étaient détenues par une toute petite partie, bref, c'était beaucoup plus concentré qu'aujourd'hui. Donc on a payé, mais on a repris d'une main ce qu'on donnait de l'autre. On a dit, mais au nom de la solidarité nationale, on vous taxe parce que c'est la solidarité. Et donc voilà. Et les dettes ont fondu comme neige au soleil. Les dettes qui étaient très élevées à la suite de la Seconde Guerre mondiale, elles étaient autour de 20-30%, 25% en France au début des années 80. C'est le néolibéralisme qui est responsable de l'explosion, y compris des dettes publiques. Au passif du néolibéralisme, il y a le creusement des inégalités, l'austérité salariale, le productivisme, qu'il faut bien entendu remettre en cause, mais il y a aussi le creusement des dettes publiques et privées. Si vous voulez, le néolibéralisme, il s'appuie sur l'austérité salariale, budgétaire. Quel est son gros problème au néolibéralisme? C'est qu'en fait, on vit dans une société salariale. 90% des gens qui travaillent en France sont salariés. Donc l'essentiel des débouchés des entreprises, c'est les salaires, entendu au sens large, en mettant dans les cotisations sociales, bien entendu, les retraités. Donc il fait de l'austérité salariale, il fait de l'austérité budgétaire, y compris de la demande. Et donc qu'est-ce qu'a inventé le néolibéralisme? Depuis 40 ans, il a inventé la dette. Il a dit aux ménages, aux entreprises, il a dit, il faut que vous continuez à dépenser quand même, parce que c'est l'économie qui est en jeu. Et pour continuer à dépenser, endettez-vous. Et nous, on y trouve notre compte, on est payé à la commission. C'est ce que je veux dire. Donc le néolibéralisme est aussi responsable de la montagne de dettes. Mais pour réduire les dettes, il faut s'attaquer au néolibéralisme et pas au symptôme qu'est la croissance des dettes. Donc gare au discours qui entretient la peur, le catastrophisme, y compris, de mon point de vue, sur le niveau des dettes publiques. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous donner votre opinion sur ce que le gouvernement met en place comme politique de soutien à l'activité et pour essayer d'éviter que des entreprises ne ferment, en particulier les prêts garantis par l'État, où en fait on voit que l'État garantit des emprunts et que des entreprises qui bénéficient des emprunts garantis par l'État décident de délocaliser. L'État ne contrôle pas
la production ou l'orientation des productions. Est-ce que la sortie du confinement ne serait pas une occasion justement pour, en quelque sorte, saisir une opportunité d'affaiblissement de la valeur des entreprises pour à la fois les aider et entrer à leur capital pour impulser un changement d'orientation en faveur d'une planification écologique, par exemple? Ben si, tout à fait, bien sûr. Hein, on voit que les choses bougent très très vite. Hein. C'est-à-dire que le gouvernement, qui n'a pas du tout été là, mais sous la pression, là, y compris à la suite d'autres gouvernements, danois, si je me m'abuse, etc., est obligé de dire, bon, bah, finalement, les entreprises qui sont aidées, il faut arrêter de verser des dividendes, il faut ne pas être localisé dans les paradis fiscaux, etc. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut effectivement tirer la corde, là. Hein. Il faut tirer la corde, exiger, effectivement, de toute façon, il faut vraiment exiger, là, c'est le b.a.-ba, quand même, que les aides publiques, quelle que soit leur forme, hein, que ce soit sous la forme de prêt ou que ce soit parce que le problème, si vous voulez, qu'on va avoir là, c'est que le gouvernement, globalement, le fait qu'il y a des dispositifs du chômage partiel, qui est un dispositif qu'on n'a pas utilisé en 2008, hein, qui est un dispositif très intéressant, qui est produit, c'est des licenciements, donc c'est très bien. Mais le problème, si vous voulez, c'est que bon, il y a des aides aux entreprises, il y a des crédits aux entreprises, hein, des garanties de crédit pour les entreprises, c'est très bien. Le problème, c'est que, c'est que ça risque de pas suffire, hein, parce que, oui, garantie de crédit, c'est malgré tout un crédit, oui, c'est malgré tout un emprunt, hein, et donc le problème qu'on va bien entendu avoir, c'est qu'il va peut-être falloir aller plus loin en termes de subventions, hein, y compris aux entreprises, alors sous forme d'annulation, alors ça a déjà commencé, annulation de cotisation, pas simplement report, hein, mais annulation de cotisation sociale, d'impôts, etc. Mais effectivement, il doit y avoir une contrepartie, bien entendu, au nom de l'intérêt général, bien entendu. Donc la contrepartie, on l'a évoqué, hein, c'est que il faut mettre fin aux pratiques de dumping fiscal, de dumping social, de dumping environnemental. Donc il faut s'engager. Ça va être long, hein, c'est pas ça. On a été malheureusement très loin dans la désindustrialisation en France. Hein, c'est un vrai problème. Hein, donc il faut, mais plus on tardera parce qu'il y a, si vous voulez entendre certains économistes libéraux, ils vous disent, de toute façon, oui, c'est dommage, on l'a fait, mais enfin, attends, c'est toujours un discours. Hein. A posteriori, il ne fallait pas le faire. Hein. Mais finalement, comme on l'a fait, de toute façon, on ne pourra pas revenir dessus. On n'a plus le tissu industriel pour lancer. Non, il faut, bien entendu, c'est un pays comme la France abandonne parce que l'industrie, c'est très important, hein, quand je dis, comment dire, c'est. En termes de production, d'emploi, on est à 10, 15, 20, mais en fait, on s'aperçoit que l'industrie, ça tire l'économie. Hein, c'est-à-dire que dans l'industrie, on ne compte pas le transport, on ne compte pas le commerce, mais une partie du commerce dépend de vente de produits industriels. Le transport, pareil. Il y a une bonne partie des services marchands qui sont faits des services marchands auprès d'entreprises industrielles. Hein, donc, stricto sensu, l'industrie, on est aux alentours de 10-15%, mais au sens large, on n'est pas loin de 50%, hein, de l'économie privée. Donc c'est très très important l'industrie, et on a été très très loin en France dans la désindustrialisation, mais tout se tient, si vous voulez, on a été très loin aussi dans le mépris effroyable vis-à-vis des travailleurs, je dis, hein. On est en France où on méprise 80% de notre population. C'est simple. Hein. Quand on est jeune et qu'on n'a pas le bac S, on ne peut pas être fier de soi. 80% des jeunes n'ont pas le bac S. Quand on a un emploi et qu'on n'est pas cadre, on ne peut pas être fier de soi, mais 80% des gens ne sont pas cadres, et encore dans les cadres, tous les professeurs des écoles, enfin pas professeurs des écoles, mais professeurs des collèges et des lycées. Voilà, puis quand on ne vit pas dans le cœur des centres-villes, on ne peut pas être fier de soi, mais 80% des gens vivent en banlieue ou en territoire périurbain ou à la campagne, etc. Et voilà, donc, conséquence de ça, parce que tout se tient, eh ben, on a effectivement, parfois, quand des chefs d'entreprise disent qu'on a du mal à recruter dans certains métiers industriels, ils ont raison. Hein, faut pas dire que voilà, ils ont raison parce qu'effectivement, on a construit on a une représentation de notre société qui est complètement, qui doit être, enfin, qui est pas bonne, c'est pas juste, c'est pas judicieuse. Hein, et donc, résultat des courses, effectivement, aujourd'hui, un jeune, voilà, si vous lui dites, si vous voulez, en Allemagne, hein, quand votre rejeton, il rentre chez vous en disant, ouais, j'ai décroché l'équivalent de mon CAP ou BEP en France, pour être chaudronnier, etc. Vous pouvez être fier de votre enfant. D'accord ? J'ai décroché un emploi dans l'industrie. Vous pouvez être fier. En France, vous voyez ce que je veux dire, on a tendance à mépriser les emplois industriels, les emplois manuels. Moi, j'ai toujours dit qu'un manuel, c'est un intellectuel qui sait se servir de ses mains
et c'est quand même très utile pour faire tourner une société. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ça qu'on paie, donc il faut essayer de reconstruire en ayant une boussole. Je pense que, mais la boussole, c'est vraiment vivre ensemble autour des valeurs républicaines, c'est quand même chouette, non? C'est quand même un beau projet. Je pense que on peut reconstruire autour de ça un projet à vocation majoritaire, parce que moi, j'ai passé l'âge, si vous voulez, où dans la vie, je suis content, plus je suis minoritaire et plus j'ai le sentiment d'avoir raison contre tout le monde, parce que je suis à l'avant-garde de l'avant-garde. Ce temps-là, je pense qu'il faut peut-être définitivement tourner ces pages. Les logiques avant-gardistes, plus on est minoritaire, plus ça veut dire qu'on a raison. Non, sérieusement, je pense qu'il est peut-être sain d'avoir des projets à vocation majoritaire. Le peuple attend ça. Enfin, voilà, il y a une attente colossale. Le problème, c'est l'alternative. Je vous remercie. De toute manière, le proverbe dit l'avant-garde, c'est un pas devant les masses et pas 10. Je vois qu'on connaît ces classiques. Je retiens votre statistique qui, en fait, est triste. On méprise 80% de la population. Donc, en fait, c'est un nouveau concept. C'est le mépris de Pareto. Et donc, puisqu'il y avait l'optimum de Pareto 80-20, donc là, c'est le mépris de Pareto. Est-ce que vous voulez… donc, j'ai plus de demandes d'intervention sur Facebook. Est-ce que sur les participants, il y a une demande d'intervention ? Moi, je veux bien, oui. Oui, hop, oui. Jean-Luc. Oui, donc il y a un On va aspect, vous épuiser, Monsieur Rameau. Il y a peut-être un aspect qu'on n'a pas abordé dans le cadre du néolibéralisme en France particulièrement. On singularise par une économie de la rente qui est à la fois inégalitaire et injuste, et qu'on voit à travers la place qu'occupe l'héritage, la place qu'occupe la propriété à travers les baux, qu'on soit bailleur, foncier ou non, à travers le poids de la banque et des intérêts comme dans la dette, intérêts qui sont quand même énormes, des droits de propriété intellectuelle et des monopoles professionnels. Est-ce que cet aspect-là ne pose pas problème aujourd'hui pour avoir une véritable économie au service de la République, c'est-à-dire de l'égalité et de la justice? Oui, tout à fait. Il y a un vrai, il y a un problème de la rente, tout à fait, de la rente financière, de la rente immobilière aussi. Un des risques là qu'on risque sous réserve d'inventaire, mais un des risques, si vous voulez, c'est que les fonds de relance monétaire, là, j'entends, qui ont été mis en place, favorisent à terme, amplifient à terme, ce qu'on a déjà observé ces dernières années, une hausse des bulles immobilières, notamment pas simplement des bulles financières, mais des bulles immobilières. Donc là, de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, je rejoins un peu ce que dit, certaines propositions. Bon, après, dans le détail, on peut discuter, mais les préoccupations de Thomas Piketty sur le fait qu'il faut remettre en cause cette économie de rente me semble tout à fait. Enfin, il n'y a pas que lui, il y a plein de. Voilà, donc là, il y a une série de propositions, y compris à décliner sur remettre en cause la concentration du capital, remettre en cause de. Voilà, mais si vous voulez, là où j'ai une distinction par rapport à Thomas Piketty, c'est sur le fait que, c'est du sujet, mais c'est que Thomas Piketty, les statistiques, y compris qu'il utilise, qui sont des statistiques essentiellement fiscales, invisibilisent complètement ou largement en fait le rôle de l'État social. Parce que les allocations familiales, les allocations chômage, tout ça, c'est peu ou mal comptabilisé dans les déclarations fiscales. Et donc, si vous voulez, ils sous-estiment considérablement le rôle de l'État social dans la redistribution, qui est en fait colossal. Quand on parle des revenus primaires et qu'on arrive au résultat final, au niveau de vie, si vous voulez, il y a une redistribution qui est colossale, qui est insuffisante, mais qui est colossale parce qu'il y a une partie des gens qui n'ont pas de revenus primaires, qui n'ont pas de revenus salariaux, qui n'ont pas de revenus de la propriété, comme je dis, de la financière et immobilière. Et donc, heureusement qu'il y a de la redistribution. Ça serait bien à certains points de vue qu'il y en ait moins, c'est-à-dire qu'ils aient des revenus salariaux, ces gens-là, qu'ils aient moins besoin de. Enfin bref, il y a de la redistribution et c'est vrai que voilà. Mais donc je suis d'accord avec vous, bien entendu, il faut remettre en cause cette économie de la rente, notamment. Alors c'est pas simple parce que on a pas mal de ménages en France qui sont propriétaires de leur logement et donc c'est vrai que oui, il faut accepter le fait que bon, alors quand même, malgré tout, ça tombe bien parce que les bulles immobilières ont été essentiellement concentrées dans les centres d'agglomération ou le enfin, malgré tout, ça s'est un peu étendu. Bon, voilà, il y a les prix de l'immobilier.
ils ont quasiment pas bougé dans certaines régions, à la campagne, ça, mais enfin, ils ont beaucoup bougé à Paris, dans les métropoles, et puis malgré tout dans la proche banlieue et ça. Donc voilà, c'est pas bon, mais bon, il faut aller vers des mesures qui remettent en cause en partie. Bon, déjà, il faut taxer les très hauts patrimoines, voilà, donc il faut faire de la redistribution, d'accord. Est-ce qu'il faut donner à tous un patrimoine de départ, etc. Bon, j'ai pas de position, j'ai pas d'avis sur le sujet, je m'interroge, donc voilà, je sais pas trop quoi penser de cette proposition de Thomas Piketty, qui est intéressante, hein. Toute proposition qui interroge, les personnes est intéressante. Il est proposé à chacun de donner en début de vie, parce que vous êtes jeune adulte, hein, un patrimoine de départ, je sais plus, c'est de 120 000 euros, voilà, est-ce que c'est judicieux ou pas, je sais pas, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis sur le sujet, mais enfin voilà, mais ça mérite effectivement de mettre le doigt sur le fait qu'il y a une trop forte concentration des patrimoines en France comme ailleurs, oui, tout à fait. Merci. Un mot de conclusion peut-être. Non, vous avez vu là, il est 20h30. C'est peut-être une phrase. Pour votre santé pulmonaire. Non, tout a été dit. Non, voilà, je vous souhaite une très agréable soirée. Il est temps d'aller dîner. Voilà, il faut tout pour faire un monde, il faut tout pour faire une journée. Voilà, donc, voilà, il faut tout pour faire un monde. Donc, il faut, voilà, des écologistes qui allient le social, mais réellement, voilà, sans démagogie. Voilà, donc il faut il faut porter le social et l'écologie ensemble. Et il faut du privé et du public, etc. Il faut des débats intellectuels et puis des moments consacrés aux repas familiaux. Donc, il est temps de discuter, là. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'était très, très intéressant et riche de perspectives. Je vous invite à nous rejoindre pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 27 et qui abordera les questions de la recherche en France, formation, financement, conditions de recherche. Donc, ce sera le 27. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.